Je m'adresse aux personnes qui sont atteintes d'âme. Baba, baba, ba. Baba, baba, hey. 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 À chaque jour, Jovette perdait des forces. Ce soir-là, elle attendait que je lui apporte son pain sans gluten. Elle m'a ouvert la porte. Il y avait un long fil qui partait de son nez jusqu'à une machine à oxygène à l'autre bout de la pièce. Ce long fil lui permettait de se déplacer de la porte d'entrée à sa chambre-salon, de sa chambre-salon à la cuisine, de la cuisine à la salle de bain et de la salle de bain à la porte d'entrée. Sa vie ne tenait qu'à ce fil. On s'est assis, on a discuté. À un moment, elle m'a dit qu'elle n'avait rien fait d'utile dans sa vie. Elle pleurait. Je l'ai écoutée, je l'ai serrée dans mes bras. Elle tremblait. Au moment du départ, elle m'a ouvert la porte. Et là, dehors, la première neige de l'année tombait. Des belles plumes blanches qui se posaient au sol. La rue était blanche, immaculée. Jovette a dit « J'aimerais ça aller marcher pieds nus dans la neige. » Un mois plus tard, elle est morte. C'était notre dernière rencontre. Baba, baba, ba. Baba, baba, hey. Baba, baba, ba. Baba, baba, hey. Il y a très, très longtemps, dans l'ancienne des temps, il y avait sur Terre des hommes, des femmes, des animaux, des poissons, des mammifères, des oiseaux, des reptiles, des batraciens, des plantes, des abeilles, des insectes et des arbres. Et il y avait un arbre gigantesque qui plongeait ses racines dans le centre de la Terre et dont les branches s'élevaient jusqu'aux étoiles. À l'intérieur de ces branches, au sommet, vivait une femme. Elle avait le soleil dans les yeux. Elle s'appelait celle qui parle le langage des oiseaux. Elle apparaissait toujours quand le soleil se couchait, puis elle disparaissait quand l'aube arrivait. Elle avait le pouvoir de faire apparaître les sons de la nuit, le chant des grenouilles, le crépitement du feu, l'eau qui coule dans les rivières et le vent dans les étoiles. Mais par-dessus tout, c'est elle qui faisait apparaître le chant de la grive solitaire qui porte toute la mémoire du monde dans son chant. Celle qui parle le langage des oiseaux voyait les hommes et les femmes sur terre. Et elle avait le pouvoir de leur transmettre la parole vraie.
Les hommes et les femmes parlaient avec un langage profond, fécond. Mais un jour, ils se sont mis à s'écouter parler, de plus en plus. Et tout doucement, ils ont commencé à parler, à dire des paroles fausses, des paroles vides de sens. Celle qui parle le langage des oiseaux, qui faisait apparaître le chant de la grive solitaire, avait cette même grive qui vivait sur sa tête. Elle a pris 2 plumes de la grive, elle les a mélangées à de la terre et à de l'eau, et elle a façonné 2 êtres, un homme et une femme. Elle leur a dit, « Vous allez être les gardiens de la parole féconde. Je vous donne le pouvoir de couper la parole avec vos dents, mais ne mangez pas les paroles, crachez-les. » Et puis, ils sont partis sur terre. Et dès qu'il y avait une parole fausse, vide de sens, ils la coupaient avec leurs dents. À chaque parole fausse, des humains coupaient. Mais un jour, l'homme a avalé par erreur une parole fausse. Tout de suite, il y a eu la nausée, il a été étourdi. Mais quelques jours plus tard, il avait encore envie de manger des paroles fausses. Il s'est mis à en manger une, et une autre, et une autre. Et il a convaincu la femme de manger elle aussi des paroles fausses. Ils ont mangé, et plus ils mangeaient, plus ils aimaient ça. Chaque parole fausse avait un goût différent. Les affaires sont les affaires. Oh, c'est salé, ça. Vaut mieux faire envie que pitié. Ouf, épicé. Chaque parole avait une saveur. Et un jour, ils ont avalé des paroles vraies. Et c'était un goût qu'ils n'avaient jamais goûté avant. C'était comme du miel qui descendait dans leur gorge. Ils sont devenus insatiables. Ils se nourrissaient que de paroles vraies. Et ils mangeaient. Mais à chaque fois qu'ils mangeaient une parole vraie, les hommes et les femmes, ça leur faisait comme un coup de poignard dans le ventre et ils serraient les dents. Et ça a été comme ça pendant des années et des années. Si bien qu'un jour, les enfants qui venaient au monde avaient tous les dents serrées et aucune parole, aucun son ne sortait de leur bouche. Celle qui parle le langage des oiseaux était en train de mourir. Elle devait transmettre la parole vraie. Elle s'était pris d'affection pour un peuple qui vivait sur une île. Un peuple qui était là et qui vivait en tournant. Il marchait en tournant. Il dormait en tournant. Il faisait l'amour en tournant. Il mangeait en tournant. Il mourait en tournant. Il venait au monde en tournant. C'étaient des êtres arbres. Et parmi eux, il y avait une toute petite femme arbre qui était là, avec ses seins pleins de lait, avec ses branches sur la tête. Elle était faite de cavernes et de grottes. Elle vivait avec son peuple. Et vivait en tournant, toujours le visage avec les yeux rivés au sol. Mais elle, la nuit, quand les étoiles apparaissaient, elle levait la tête et elle regardait les étoiles. Celle qui parle le langage des oiseaux l'a vue. Elle a senti monter en elle une parole, une dernière parole, son dernier souffle. Elle a sorti de sa bouche un crachat lumineux qu'elle a laissé glisser dans l'air. Et celle qui parle le langage des oiseaux est disparue, et ses os se sont dispersés aux 4 coins du monde. La grive qu'il y avait sur la tête de celle qui parle le langage des oiseaux a suivi le crachat lumineux qui s'est transformé en liquide, puis qui s'est transformé en un flocon bleu qui parle. Je m'en viens vite.
Je m'en viens comme un éboulement de boue, ventre contre ventre avec un crapaud, écaille contre écaille avec un wananiche, poil contre poil avec un orignal, une louve du nord, une oursonne. Je jette encore un coup d'œil sur la terre du sacrifice permanent. Je repère des affaissements, des trous, des continents en archipel. Et je les choisis. Je les choisis. Pourquoi eux? Pourquoi? Cela ne vous regarde pas. Je dis que toute source de motivation est métaphysique, qu'elle tombe en ligne directe du grand esprit, de la mamelle de la grande oursonne, avec toutes sortes de signes admirables, de miracles, de mutations, et cette source unique nous féconde. J'aurais pu choisir d'atterrir à l'île de Ré, en Pologne, en Irlande du Nord. Non. Je choisis d'arriver en terre subarctique, car j'ai déjà dans le cœur un climat favorable à la rêverie, à la musique, à la poudrerie. Je m'en viens chez nous. Le vent jappe, le temps passe, le ciel tremble. C'est l'hiver en bas. Ma mère se courbe comme un arc. Le temps est venu, ils me font signe et je plonge, je descends en flèche comme un crachat solaire. La grive messagère suit le crachat qui est devenu flocon bleu lumineux. La petite femme arbre lève la tête, elle voit le flocon bleu, elle ouvre la bouche et elle l'avale. Tout de suite, elle sent à l'intérieur d'elle des sons qui résonnent dans ses grottes et ses cavernes, et le flocon bleu s'installe en plein cœur de son ventre. Son ventre grossit. Elle couve quelque chose de grand. Quand le moment est venu, elle sort du cercle, elle s'en va au centre, elle pousse, et elle met au monde une belle grande fille. Oh, qu'elle est belle! Une belle grande fille avec un ventre bleu, des yeux océans et des spirales dans les mains. Oh! Au même moment, le chant de la grive solitaire se fait entendre, qui porte en elle un chant qui contient toute la mémoire du monde. La mère prend sa belle petite fille dans ses bras et elle reprend sa place dans le cercle, dans la ronde. Et comme le veut la tradition, la petite passe de bras en bras. Les gens la regardent étrangement, avec son ventre et ses yeux bleus, ses spirales dans les mains. Mais en plus, elle ouvre la bouche et il y a des sons qui sortent de sa bouche. Elle est vraiment étrange. Le 9 février 1938, Jovette vient au monde. Le médecin dit à sa mère, « Votre fille, c'est un monstre. » Est-ce que c'est à cause des forceps qu'on a utilisés parce qu'elle était trop grande ou c'est parce qu'elle voit déjà la vie avec les yeux grands ouverts? Les questions, les réponses. C'est parce qu'il y a des questions que tout est ouvert. S'il n'y avait que des réponses, tout serait fermé. Nos enfants sont des questions que nous posons au monde. Un jour, il y a longtemps, j'ai vu apparaître une réponse. Tu tenais le visage de ta fille entre tes mains. La belle grande fille au ventre bleu est de plus en plus étrange. Elle grandit, elle babille, elle gazouille. Sa mère s'inquiète. Les enfants qui vivent dans la ronde ont tous l'interdiction de sortir du cercle. Mais la fille au ventre bleu, elle a toujours un pied qui sort du cercle. À chaque fois, il est ramené par le groupe. Après les repas, ma famille me répétait inlassablement « Va jouer dehors! » Dehors, dans leur langage, ça signifiait sur le trottoir. « Amène ta corde à danser! » De cette façon, ils étaient sûrs que je restais à la même place, sur le trottoir, pas dans la rue, pas dans la ruelle. La fille au ventre bleu, elle cherche toujours à sortir du cercle. Elle voit un oiseau,
L'oiseau se pose devant elle et puis il s'envole. Ben, c'est plus fort qu'elle. À ce moment-là, les deux pieds de la fille au ventre bleu sortent du cercle et elle suit l'oiseau. Un jour, j'ai éprouvé l'irrésistible envie de mettre un pied dans la rue, d'en finir une fois pour toutes avec ce début de vie de trotteuse. J'ai mis un pied dans la rue. Quelle étrange sensation! Une page en blanc, un monde à peupler! La fille au ventre bleu s'est sauvée, mais elle sent une main sur son épaule. C'est sa mère qui la ramène dans le cercle. Puis à chaque fois qu'elle la ramène dans le cercle, la fille au ventre bleu, elle pleure, elle crie, puis elle entend une voix qui vient de son ventre bleu. Depuis l'instant de ma naissance, la source vive qui m'éclabousse l'âme me retient de poser le geste qui trancherait mes racines telluriques. Je vis mal, je vis inconfortable, tantôt debout, tantôt accroupi à l'intérieur de moi-même, tantôt effrayé à l'extérieur de moi-même. Mais je ne me quitte pas. Je m'accompagne inlassablement et je me soutiens, me rassure, me persuade. Depuis la première fois où elle a quitté la ronde, à chaque fois, elle cherche un moyen de sortir, pour sentir une fleur, pour suivre une abeille, un papillon. Mais à chaque fois, elle arrive toujours devant une grande étendue d'eau qui l'empêche d'aller plus loin. La mère, oh, elle aime sa fille, elle l'aime beaucoup. Elle voudrait bien que sa fille soit comme les autres, mais elle ne sait pas quoi faire. Alors, elle prend ses longs cheveux puis elle les attache au poignet de sa fille pour pas que sa fille aille plus loin. Mais à chaque fois, la fille au ventre bleu s'échappe. La mère interdit à sa fille de sortir du cercle. Mais c'est elle, la mère, qui, à chaque nuit, regarde les étoiles en cachette. Saint-Hyacinthe, 3e année, école de théâtre. On monte Les Trois Sœurs de Tchekhov. Michel Magny, la metteur en scène, apporte des textes pour qu'on se réchauffe avec des textes de différents auteurs. Et un jour, elle apporte un texte qu'elle donne à une de mes collègues en lui disant de lire. « Ma mère est une vache, avec moi, ça fait deux. » C'est étrange, ça chatouille en dedans. J'ai envie de rire, j'ai envie de pleurer. Ça ouvre un espace à l'intérieur de mon corps. C'est un texte de Jovette Marchesso qui s'appelle « Les vaches de nuit » qui a été créé à la scène par Paul Pelletier. Ça raconte l'histoire de vaches nymphomanes qu'on doit castrer pour qu'elles donnent plus de lait. Et puis, elles donnent du lait, elles font leur travail le jour, mais la nuit, elles changent de pelage. Et là, elles partent sur la Voie lactée avec d'autres animaux à sabots, avec des femmes. Et durant toute la nuit, elles discutent, elles échangent, elles parlent, elles pleurent, elles se confient, elles dansent, elles chantent. Et puis, à l'aube, elles reprennent leur pelage de jour. Jusqu'à ce qu'un jour, les choses soient différentes. La fille au ventre bleu est devenue une belle jeune fille. On peut la marier. On lui trouve un beau mari, un arbre brun. Je veux autre chose, un autre lieu que je porte dans mon cœur, un lieu avec des arbres qui auront des gouttes de lumière sur les branches, un lieu avec une rivière où tomberont des feuilles. J'entendrai des tremblements d'écorce, des montées de sève qui m'étonneront, me donneront des idées nouvelles sur la joie, l'espérance, des idées éclatantes, riantes. La voix qu'elle entend dans son ventre grandit. Et un jour, elle prononce son premier mot. Bateau. Au même moment, ses mains picotent.
Elle prend une branche, elle la plie, une autre branche, elle la plie, une autre branche, et elle se met à tresser les branches ensemble, puis elle construit un bateau. Elle part et suit le chant de la grive. Et la grive lui dit, si vous vous mettez en route depuis votre âme, un seul pas vous suffira. Elle part. Elle embarque, elle navigue, mais elle doit se cacher des gardiens et les coupeurs de paroles. Elle continue, elle cherche un lieu où elle va pouvoir rester, mais chaque peuple la rejette parce qu'elle parle. Elle finit par trouver refuge près d'un peuple de femmes, le peuple des femmes qui pleurent. Elle s'installe avec elles. Une multitude autour de moi. Des femmes. Je vois des trottineuses devant le paradis terrestre avec la boîte de la Genèse autour de leurs souliers. Des naufragés du déluge qui continuent de frissonner dans leurs vêtements mouillés. D'autres, d'après la chute, tout étourdis, qui s'enfargent dans l'air. D'autres, des échappés des bûchers qui toussent, crachent le feu, rotent la cendre. D'autres, des récemment violés qui se cachent la face dans un mouchoir et pleurent avec des sanglots d'enfants. J'ai mal au cœur, j'ai mal aux yeux, je larmoie, j'ai mal aux oreilles, au ventre, au nom de toutes puis en mon nom propre. Nous n'avons pas été mis au monde pour voir ça, pour subir ça. Et puis la fille au ventre bleu sent de la terre une colère qui monte, qui passe dans son corps et qui sort. Et elle console les femmes avec ses paroles. Une âme humaine, c'est à la fois avoir trouvé et ne pas avoir trouvé. Si vos cheveux deviennent blancs, c'est que vous vous rapprochez du monde de la lumière. Et à partir de ce moment-là, les larmes des femmes se transforment en larmes de lumière. Je connais des artistes qui contiennent complètement leur âme et qui s'expriment comme s'ils jetaient une parure rituelle sur les mots. Pour eux, parler, c'est plonger dans des eaux célestes, pérégrination fluide. Soudain, une forme lumineuse vient jaillir dans l'eau de leur bouche, et c'est une parole qui se boit tant elle rappelle les filets d'eau claire coulant en cascade sur un lit de pierre. C'est une parole de prophète qui n'a d'autre destinataire que nous. La fille au ventre bleu, toujours avec le peuple des femmes qui pleurent, verse des larmes de lumière. Mais les gardiens coupeurs de paroles repèrent la lumière et s'en viennent vers elle, tous les deux, en bavant, en écumant, en grognant. Les femmes vont se cacher. Elle, la fille au ventre bleu, reste debout, droite. Elle les attend. Et ils arrivent. Et ils bavent devant elle. Et elle se met à parler. À parler. Je suis pressée de témoigner. Je me torture avec cette pensée depuis ma première communion. Comment dire? Comment exprimer l'ineffable? Les mots m'apparaissent comme un escalier en spirale qui aboutissent à une porte qui s'ouvre. Et la fille au ventre bleu continue de parler avec des paroles vraies, avec des paroles fécondes. Et les deux gardiens coupeurs de paroles mangent ces paroles, une après l'autre et une après l'autre. Et le combat dure comme ça pendant des jours et des nuits, sans cesse. La fille au ventre bleu parle et il mange les paroles, il se vautre dans ses paroles. Et au bout de plusieurs jours, la fille au ventre bleu s'épuise. À ce moment-là, les femmes qui s'étaient cachées viennent à sa rescousse et se mettent à pleurer des larmes de lumière. Mais les gardiens les mangent, les larmes de lumière, une après l'autre, et ils les mangent, et ils les mangent. La fille au ventre bleu, épuisée, tombe évanouie. Quand elle ouvre les yeux, tout ce qu'elle voit, c'est des morceaux de corps, du sang, un vrai carnage. Les coupeurs de paroles sont partis. Et dans son ventre bleu, il y a des mots qui veulent sortir.
Des mots qui veulent sortir par ses bras, elle se frappe les bras. Des mots qui veulent sortir par ses jambes, elle se frappe les jambes. Des mots qui veulent sortir par sa tête, elle se frappe la tête sur les rochers et elle se frappe et elle se frappe. Pour que les mots à l'intérieur d'elle fassent silence, pour qu'elle arrête complètement d'avoir des mots en elle, pour qu'aucune lettre ne puisse sortir d'elle. Et elle part. Elle marche après avoir inhumé les corps. Elle marche pendant des années. Elle marche sous la pluie, elle marche sous le soleil brûlant, elle marche sous les tempêtes de neige et elle marche. Parfois, elle rit, parfois, elle pleure, parfois, elle est silencieuse, parfois, elle se frappe la tête sur les rochers pendant des jours et elle marche et elle marche. Et un jour, il n'y a plus de mots en elle. Pas une seule lettre, pas un petit bout de lettre. Elle s'assoit sur le bord d'une rivière. Elle attend. La grive l'a suivie de loin. Elle a tellement pleuré, la fille au ventre bleu, que les larmes ont creusé des sillons sur ses joues et des escargots, des coccinelles sont venus s'y installer. Elle reste en silence pendant des années encore. Puis un jour, la grive lui dit, « Si tu ne peux pas parler avec des mots, parle autrement. » À la mort de sa grand-mère, Jovette a décidé de laisser un travail lucratif pour aller s'installer sur le bord de la rivière Waro avec la machine à écrire que sa grand-mère lui a donnée. Elle veut écrire. Elle s'installe. Et le matin, elle installe une page blanche sur la machine à écrire et elle écrit. Durant toute la journée, elle écrit des platitudes, des clichés, des paroles vides de sens. À la fin de la journée, elle s'en va se promener sur le bord de la rivière Waro en pleurant. Il y a une de ses amies de Montréal qui est venue la voir pour prendre de ses nouvelles. Puis Jovette lui a dit ce qu'elle vivait. Son amie lui a dit, « Toi, Jovette, tu devrais faire des fresques. » Puis c'est ce qu'elle a fait. Pendant des années, elle a fait des fresques, des sculptures, des masques, des peintures. Si tu ne peux pas parler avec des mots, parle autrement. La fille au ventre bleu sent ses mains qui picotent. Elle prend de la terre, elle sculpte. Elle prend des branches, elle sculpte. Elle prend des pierres, elle sculpte. Elle prend des branches avec des pierres, de la terre et elle sculpte. Elle se met à sculpter des toutes petites sculptures, toutes rondes, miniatures, d'autres plus grandes, plus grosses, d'autres avec toutes sortes, tous les éléments qu'elle peut trouver, et d'autres qui s'élèvent jusqu'au ciel. Et puis, à un moment donné, elle voit une marmotte qui vient faire son nid dans une de ses sculptures, une moufette qui vient manger des petits fruits au pied d'une autre, puis un lièvre qui vient grignoter l'herbe autour d'une autre. Les animaux s'approchent d'elle. Elle en prend soin. Et quand elle marche, elle croise un louveteau, toujours le même, toujours assis à la même place, comme s'il l'attendait. Un jour, Jovette était en voiture avec son amie Mary Meggs sur un chemin. Et ils sont arrivés, puis il y avait un camion qui était dans le milieu du chemin. Alors, Jovette a stationné l'auto, ils sont sortis de la voiture, et le camionneur était débarqué du camion, puis devant le camion, il y avait un chien couleur fauve qui était là. Le chauffeur a dit à Jovette, « Je ne sais pas quoi faire, le chien était là quand je suis arrivé, puis je ne sais pas, il n'y a rien, il est étendu là, puis à chaque fois que j'essaie de l'approcher, il grogne, il jappe, je ne sais pas quoi faire. » Jovette est partie, elle est retournée à sa voiture, elle a ouvert la portière arrière, elle a regardé le chien s'est levé, il est entré dans la voiture, s'est assis sur la banquette arrière,
Jovette a fermé la porte, elle est rembarquée dans la voiture avec Mary Mex, puis ils ont repris la route. Mary a dit, « Ben, qu'est-ce que tu vas faire avec ce chien-là? »« Ben, je vais l'adopter. » Elle s'appelait Ruby. À force de soigner les animaux qu'elle a autour d'elle, la fille au ventre bleu se rend compte que même quand les animaux meurent, il y a quelque chose dans les os des animaux qui reste, quelque chose qui chante la vie de l'animal mort, quelque chose qui parle. Il y a dans nos os, comme dans les tuyaux d'orgue, un vide, un espace intangible, immatériel. Au commencement des temps, l'infini a rempli ce vide avec le son du Verbe, et le son est vivant en tous. Et il me semble que cela constitue le mystère suprême de la création. La fille au ventre bleu voit les os des animaux, et quand un animal meurt, elle reconstitue le squelette. Elle assemble comme ça un squelette de coyote, un squelette de castor, un autre de porc-épic, un squelette de souris, un chevreuil, un chien. Et à chaque fois, dans son ventre, il y a une parole qui veut sortir. Elle se met à parler à ces os-là en murmurant, pour pas que les gardiens la trouvent. Puis elle murmure. Et il y a une phrase qui vient. « Je suis d'origine céleste. » Jovette, elle a fait des fresques, des peintures, des masques, des sculptures pendant des années. Mais à un moment donné, elle n'avait plus d'argent. Et puis c'était l'hiver, il fallait qu'elle s'achète des bottes. Alors elle a fait comme plusieurs personnes de son entourage, elle s'est engagée comme femme de ménage dans les grands édifices à bureaux. Elle travaillait de soir et de nuit. Elle partait avec le gros chariot, avec tous les produits nettoyants, puis elle montait aux étages. Ça lui permettait d'admirer les belles gravures, les peintures de Picasso, de Klimt, de Kandinsky. Et puis un soir, elle est entrée dans un bureau, puis son œil a été attiré par quelque chose au fond de la pièce. Elle a ouvert la lumière. Et là, devant elle, c'était une de ses œuvres. Elle est tombée assise dans les fauteuils dernier cri, puis elle a reconnu l'œuvre. Elle a pleuré. Puis elle a senti quelque chose en elle qui se levait, puis qui allait s'étendre à côté du tableau. Ce tableau-là, c'était un tableau qui s'appelait « Celle qui parle le langage des oiseaux ». C'est une série de tableaux qu'elle a fait pendant des années. Elle a quitté le bureau, elle a remis son chariot, puis elle ne s'est pas acheté de bottes d'hiver cet hiver-là. Le printemps suivant, elle est retournée sur le bord de la rivière Waro. Elle a installé une page blanche après la machine à écrire. Et elle a écrit la première phrase de son premier roman, comme une enfant de la terre, le crachat solaire. Je suis d'origine céleste et je suis née à Montréal dans les années 30. La fille au ventre bleu continue d'assembler des squelettes, mais elle cherche quelque chose. Et la grive lui dit « Oublie pas les vieilles pierres. » La fille au ventre bleu s'en va au pied d'un rocher et elle trouve un os bleu. La grive l'amène près d'un désert, elle trouve un autre os bleu. Au-dessus d'une montagne, un os bleu. Et tout doucement, elle rassemble le squelette des os bleus. Puis à la fin, il en manque un. Sans relâche, elle le cherche jour et nuit. Elle n'en dort plus. Elle cherche. Et puis la grive lui dit à un moment, « Si vous vous mettez en route depuis votre âme, un seul pas vous suffira. » Elle entend un cri. Elle suit le cri.
c'est le louveteau qui la suivait. Il est là, il a du mal à respirer. Elle sent ses mains qui picotent, elle prend le louveteau, elle lui ouvre la gueule et elle enlève quelque chose dans le fond de sa gueule. Le louveteau reprend vie, se met à respirer, lui lèche la main, s'assoit près d'elle. Le dernier os bleu. Jovette allait écrire un texte un jour, un texte qui était pour être publié. Et puis, j'ai eu le bonheur d'assister à la naissance de ce texte. Et elle s'est rendue compte un jour que ce texte-là était fait pour être entendu. Alors, elle a cherché quelqu'un qui pourrait le faire entendre. À cette époque-là, je faisais un dojo pour acteurs avec Paul Pelletier, qui est une grande femme de théâtre, qui possède une parole unique, une parole de feu. Et Jovette m'a dit, en me remettant le texte, « Tiens, tu donneras ça à Paul, c'est pour elle. » J'avais l'impression de tenir dans les mains quelque chose de sacré. Je l'ai apporté à Paul et elle l'a créé à la scène et elle le joue depuis ce temps-là. Ce texte-là, c'est « La Pérégrin chérubinique ». Alors que le soleil se couche, la fille au ventre bleu pose le dernier os manquant sur le squelette. Et devant elle, le squelette reprend vie. Devant ses yeux, elle apparaît, celle qui parle le langage des oiseaux. La fille au ventre bleu reconnaît la voix qui la guide depuis sa naissance. Sa parole dans son ventre bleu devient plus qu'un murmure. Elle se met à chanter, elle se met à parler. Elles se retrouvent toutes les deux au sommet d'une montagne. La fille au ventre bleu parle. « Ma mère, jamais un être humain ne pourra franchir cette montagne qui fait le tour de la terre. Quiconque possède l'aptitude peut la franchir en un instant. Quelle est cette aptitude, cette disposition? C'est celle du baume, répond ma mère, l'Esprit Saint. Si vous réchauffez assez longtemps votre main au soleil et qu'ensuite vous versez le baume goutte à goutte dans le creux de votre paume, il transpassera. Si grâce à la chaleur de votre cœur vous devenez semblable à la goutte de baume, instantanément vous traverserez la montagne. » Ma mère, l'Esprit Saint, lève ses mains dans l'azur des rédemptions. Ses doigts ressemblent à des lampes allumées, à des langues de feu. Tu n'as d'autre choix que d'être ce qui est enraciné en toi, un buisson ardent. Dans un éclat de rire, elle est retournée chez elle, ébranlant à son passage les étoiles et toutes les créatures du monde. Quand celle qui parle le langage des oiseaux a livré son message, un vent se lève et elle disparaît. Ses eaux bleues s'éparpillent dans le monde. Et il y a un bout d'os bleu qui tombe dans la main de la fille au ventre bleu. Elle ferme sa main. Jovette est morte le 31 décembre 2012. On l'a retrouvée chez elle au petit matin, par terre. Elle avait le poing levé. La fille au ventre bleu, elle redonne vie aux animaux, aux êtres abîmés, assoiffés, affamés grâce à sa parole. Elle redonne vie aux paroles mortes des femmes et des hommes. Les gardiens coupeurs de parole, eux autres, sont devenus rois et reines. Ils règnent dans certains pays où ils souillent la parole ou encore ils coupent la parole. Mais ils sont incapables maintenant de couper la parole de la fille au ventre bleu parce qu'elle est maintenant entourée d'une écorce incassable.
Aujourd'hui, il y a d'autres femmes qui ont rejoint la fille au ventre bleu. Elles tiennent dans leurs mains des bouts d'os. Elles détiennent l'âme du monde. Elles chantent, elles se lèvent et disent « Moi avec, moi aussi, moi et tout ». Et ensemble, elles chantent un chant profond. Elles s'adressent aux personnes qui sont atteintes d'âme. Et la terre chante comme elle n'a pas chanté depuis longtemps. J'écris avec cette main radieuse. Avant que la nuit où me seront comptées mes années, je sois en mesure de prononcer les paroles de la lumière. Avant que je commence ce récit, plusieurs soleils sont déjà morts en moi. Avec cette main glorieuse, j'écris. Avant que le cancer du doute et de la résignation ne dévore l'organe créateur, ne lui colle une étiquette de prix. Si un jour je cessais de m'écrire, de me peindre, la main glorieuse tomberait de mon corps comme une feuille morte. Si vous vous mettez en route depuis votre âme, un seul pas vous suffira. Hum baba, hum baba, hum ba. Hum baba, hey. Hum baba, hum baba, hum ba. Hum baba, hey. Hum baba, hum baba, hum ba. Hum baba, hey. Hum baba, hum baba, hum ba. Hum baba, hey. Merci, Jovette.